Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a regagné hier soir Alger après avoir eu une intense activité diplomatique à Addis Abeba, en Éthiopie, couronnée par l'élection de l'Algérie à la vice-présidence de la Commission de l'Union africaine. Les détails dans un instant. On revient ce matin sur l'affaire Georges Ibrahim Abdallah, le plus vieux prisonnier de France, décrit comme un scandale d'État par des députés de la gauche française, détenu depuis 40 ans au centre pénitentiaire de Lannemezan en Haute-Pyrénées. Ce militant libanais espère recouvrer sa liberté après une 11e demande de libération conditionnelle. La Cour d'appel de Paris devra se prononcer ce 20 février. 3 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés ce matin dans un bombardement sioniste à Rafah, alors qu'en Cisjordanie occupée, l'agression sioniste contre la ville de Jenin se poursuit, faisant 25 martyrs et des dizaines de blessés. Et puis on terminera le journal avec l'actualité sportive et la 8e étape, la plus longue du Tour d'Algérie cyclisme 2025, qui mènera le peloton de l'Arwat à Ghardaya sur une distance de 197 km 800. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a regagné hier soir Alger après avoir pris part à Addis Abeba, en Éthiopie, au 38e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et au 34e sommet du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, en sa qualité de président de ce mécanisme après une intense activité diplomatique couronnée par l'élection de l'Algérie à la vice-présidence de la Commission de l'Union africaine, avec 2/3 des voix étaient à son accueil. À son arrivée à l'aéroport international Houari Boumedienne d'Alger, le Premier ministre Nadir El-Arbaoui, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha, et le directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem. Et après avoir écouté l'hymne national et supervisé un détachement de la garde républicaine qui lui a rendu les honneurs. On revient à présent sur cette intense activité qui a marqué le déplacement du président de la République à Addis Abeba en Éthiopie, un déplacement lors duquel l'Algérie réaffirme son engagement pour le développement et la stabilité du continent africain et son soutien au mécanisme africain d'évaluation par les pairs, avec une contribution financière et appuie la création d'une agence de notation financière africaine. Les détails avec Yasmine Msodi. Tout en réitérant l'engagement de l'Algérie à activer et à renforcer le rôle du mécanisme africain d'évaluation par les pairs pour relever les différents défis, notamment la consécration de la suprématie de la loi, la lutte contre la corruption et la promotion de la justice sociale et des droits de l'homme, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que ces défis imposent aux pays africains de travailler dans un esprit de solidarité et de responsabilité pour surmonter les difficultés qui limitent la capacité du MAEP à atteindre les nobles objectifs pour lesquels il a été créé. أود هنا أن أؤكد مجددا التزام الجزائر كدولة مؤسسة لهذه الآلية بالحرص على تفعيل دورها
في مواجهة التحديات الراهنة، لا سيما فيما يتعلق بترسيخ سيادة القانون ومكافحة الفساد وتعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. وهي تحديات تفرض علينا العمل بروح من التضامن والمسؤولية لتجاوز الصعوبات المالية التي تحد من قدرة الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء على تحقيق الأهداف السامية التي أنشئت من أجلها. Évoquant la situation financière critique à laquelle fait face ce mécanisme africain et partant de l'engagement de l'Algérie à soutenir le MAEP, le président de la République a déclaré que l'Algérie a décidé de verser $1 million à titre de contribution pour soutenir le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. انطلاقا من التزام الجزائر بدعم الآلية وتمكينها من أداء مهامها، قررت بلادي تقديم مساهمة طوعية بقيمة $1 مليون أمريكي لدعم عملية التقييم وتنفيذ التوصيات المنبثقة عنها. Le président de la République s'est également exprimé à l'occasion de la création de l'Agence de notation financière africaine, une avancée majeure pour le continent. Le président de la République a souligné que cette institution africaine est une voie vers plus de crédibilité et de positivité dans le domaine financier, réaffirmant l'engagement et le soutien de l'Algérie dans cette démarche pour atteindre les objectifs pour lesquels cette agence a été créée. نحن فخورين بإنشاء هذه الوكالة ونقدم تحياتنا الخالصة لكل من كان سببا في إنشاء هذه الآلية للتقييم l'agence de notation لأننا واثقون بأن إفريقيا هي المستقبل، وكل العالم حتى العالم الغربي يعرف أن إفريقيا هي المستقبل. كانت ناقصة فيه آليات التقييم بين زملاء موجودة، آليات التقييم لاقتصاد كل دولة على حدة ممكن موجودة، آلية تقييم وتنقيط كل الدول الإفريقية معا كان ناقص، واليوم مع إنشاء مؤسسة للتنقيط أصبح البناء جاهز. La présence du président de la République à cette réunion témoigne de sa conviction que le MAEP est un outil essentiel pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063, réaffirmant la contribution de l'Algérie à la consolidation de la stabilité et le développement sur notre continent africain. Et comme je vous le disais, l'Algérie a été élue à la vice-présidence de la Commission de l'Union africaine. L'ambassadrice d'Algérie à Addis Abeba et sa représentante permanente auprès de l'Union africaine, Selma Malika Haddadi, a remporté hier une victoire écrasante contre sa concurrente marocaine pour le poste de vice-présidente de la Commission de l'UA avec un total de 33 voix. Haddadi remplace la rwandaise Monica Nsanza Bagamwa, dont le mandat est arrivé à terme après avoir vaincu la candidate marocaine éliminée au 6e et avant-dernier tour et après le retrait des candidates libyennes au premier tour et égyptiennes au 3e. Juste après son élection, Selma Malika Haddadi a prêté serment. Elle est présentée par ses pairs comme une diplomate aguerrie qui cumule plus de 2 décennies d'expérience en faveur de la paix et de l'unité du continent. I wish to declare the results as follows. Her Excellency Ambassador Selma Malika Haddadi, 33. برهانا على
Cette élection reflète la place de l'Algérie et sa profondeur africaine. Elle témoigne également de la confiance placée par les pays africains en elle et en sa direction judicieuse. L'Algérie a toujours joué un rôle prépondérant au sein de l'Organisation de l'Unité africaine et maintenant au sein de l'Union africaine. Nous allons poursuivre ce travail pour hisser son nom et son drapeau à travers notre direction clairvoyante de l'organisation, tant sur le plan administratif que financier. Nous serons toujours à la hauteur des attentes. Ma victoire, au poste de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, était un nouvel acquis pour l'Algérie, sous la conduite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le sommet d'Addis Abeba a été un moment clé pour l'avenir politique et économique de l'Afrique. C'était surtout l'occasion de réaffirmer le rôle de l'Afrique dans un monde qui ne devra plus compter sans elle. Nedjoua Djedi et Merim Damis. L'engagement de l'Algérie dans l'écriture d'un nouveau chapitre pour l'Afrique ne fait aucun doute. Le pays multiplie les efforts en faveur de la paix et pour le développement du continent en restant fidèle à ses principes fondateurs en matière de politique étrangère, à savoir le non-alignement et la non-ingérence. Autre principe immuable de l'Algérie, la défense des causes justes, comme la cause palestinienne et la cause sahraoui. La position de l'Algérie sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune est claire et constante en Afrique, non seulement sur la question du Sahara occidental, mais aussi sur la cause palestinienne, et auparavant sur les luttes pour l'indépendance de la Namibie et de l'Afrique du Sud. La mémoire collective des peuples sahraouis, palestiniens, sud-africains, namibiens, angolais, mozambicains et cubains garde le souvenir du soutien indéfectible de l'Algérie, toujours aux côtés des causes justes. Des principes qui lui ont valu cette victoire et non des moindres, d'autant que la vice-présidence de la Commission africaine était convoitée par le Maroc. Le sommet d'Addis Abeba s'est voulu réunificateur car le continent est plus que jamais conscient de son influence sur l'équilibre mondial. Une influence incontestée qui a d'ailleurs été soulignée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, présent à ce sommet, et qui a appelé depuis sa tribune à la nécessité pour les Nations Unies de défendre les aspirations des peuples et de réparer les séquelles du colonialisme. Nous sommes des partenaires et nous allons concrétiser ces engagements par des actions et nous restons toujours disposés à coopérer avec nos frères en Algérie. Le sommet d'Addis Abeba a surtout été l'occasion de réaffirmer le rôle de l'Afrique dans un monde qui ne devra plus compter sans elle. C'est dans cette perspective que le président palestinien Mahmoud Abbas y était présent. Il a réitéré son rejet catégorique de la déportation des Gazaouis. Le rôle de l'Algérie est essentiel et central dans la cause palestinienne, notamment au sein de l'Union africaine. À cette occasion, nous réaffirmons son engagement à soutenir la Palestine, à mobiliser le soutien africain et à rallier les nations du continent en faveur de la reconnaissance de l'État de Palestine. La force de la diplomatie algérienne a déjoué les manœuvres du Marzen et a confirmé l'influence grandissante de l'Algérie en Afrique. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Mered, est à Tunis pour prendre part aujourd'hui à la 42e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur. Mered a été accueilli hier à l'aéroport international de Carthage par le ministre de l'Intérieur de la République de Tunisie, Khaled Nouri, et le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, Mohamed Ben Ali Kouman. Il s'appelle Georges Ibrahim Abdallah, c'est le plus vieux prisonnier de France et son affaire a mis en lumière les failles de la justice française, souvent présentée comme exemplaire. Détenu depuis 40 ans au centre pénitentiaire de Lannemezan en Haute-Pyrénées, ce militant libanais pourrait recouvrer sa liberté après une 11e demande de libération conditionnelle. La justice rendra sa décision ce 20 février. Le 20 février 2025, Georges Ibrahim Abdallah devrait enfin être libéré.
Après 41 ans en prison, il est devenu le symbole d'une justice instrumentalisée par des considérations politiques. Car s'il est encore derrière les barreaux aujourd'hui, ce n'est pas parce que la loi l'exige, mais parce que l'État français a sciemment choisi de le maintenir enfermé. Condamné en 1987, il est libérable depuis 1999. Mais à chaque décision favorable à sa sortie, l'exécutif français a trouvé un moyen de le bloquer, refusant systématiquement de signer l'arrêté d'expulsion qui lui permettrait de rentrer dans son pays, le Liban, officiellement. Rien ne justifie cette obstination. C'est le plus ancien prisonnier politique en Europe et un des plus anciens du monde. Georges Ibrahim Abdallah, il devrait être libéré depuis 1999 puisqu'il avait été condamné pour une complicité dans un acte criminel qu'il a d'ailleurs toujours récusé. Et cette complicité, théoriquement, évidemment, aurait dû l'amener à être libéré depuis longtemps. Au lieu de ça, ça fait 41 ans que l'État français continue à le maintenir en prison. C'est juste absolument inentendable. Pour mémoire, le plus ancien prisonnier politique, le plus célèbre au monde, qui était Nelson Mandela, a été prisonnier pendant 28 ans dans le pays de l'apartheid. Macron, libérez Georges Abdallah. Libérez Georges Abdallah. Libérez Georges Abdallah. Pourtant, depuis plus de 20 ans, la France s'acharne, cédant à des pressions extérieures au détriment de ses principes juridiques. Ce dossier est l'illustration parfaite d'une justice à géométrie variable. D'un côté, la France se présente comme le pays des droits de l'homme. De l'autre, elle refuse d'appliquer ses propres lois lorsqu'elles ne servent pas ses intérêts politiques. Libérons Georges Ibrahim Abdallah le 20 février, il doit être libre. Il en va, j'allais dire, peut-être une certaine vision de l'état de droit et de la justice dans ce pays. Toute autre décision ne ferait qu'accentuer le scandale qui est celui de sa détention depuis maintenant 41 ans. Il a passé plus d'années en prison jusqu'à maintenant que libre. Et ça se passe en France, le pays du droit de l'homme. Nous demandons que ce scandale d'État cesse, que Georges Ibrahim Abdallah soit libéré. C'est une honte pour l'État français, c'est une honte pour la France, ce qui se passe ici. En maintenant cet homme en détention au-delà de ce que la justice elle-même a jugé nécessaire, elle prouve que dans certains cas, ce n'est pas le droit qui prime, mais la raison d'État. Si elle venait à entraver encore cette libération, elle ne ferait que confirmer ce que beaucoup dénoncent depuis des années, un scandale d'État qui met à mal toute sa crédibilité. Et justement, derrière un discours humanitaire qu'elle prône à chaque occasion, se cache le vrai visage de la France, celui d'une hypocrisie maquillée, d'une démocratie à géométrie variable, comme en témoignent les nombreux détenus politiques emprisonnés en raison de leurs opinions. Amel Borba. Prêcher la morale en oubliant de balayer devant sa porte, une expression qui illustre l'attitude du gouvernement français qui s'érige en donneur de leçons en matière de respect des droits humains et en ignorant ses propres dérives. Au moment où la France se targue d'être le porte-étendard des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, des détenus politiques croupissent dans ces prisons en raison de leurs convictions. Leur seul tort, avoir défendu une cause juste. C'est le cas de Georges Ibrahim Abdallah, militant libanais pro-palestinien. Derrière les barreaux depuis plus de 40 ans, il est l'un des plus vieux détenus politiques d'Europe. Et vous savez que nous aussi, nous avons des prisonniers politiques, je le dis juste. Pardon ? Nous avons nous aussi des prisonniers politiques. Vous faites un parallèle entre le régime algérien et... Non, je dis juste que, que chaque pays doit regarder et balayer devant sa porte. Mais pardon, à qui je demande sa libération immédiate. À qui faites-vous allusion ? Eh bien, je fais allusion, par exemple, au président du FLNKS, donc Kanak, qui se trouve actuellement en prison à 17 000 kilomètres du territoire de la Kanaki. Et donc, il serait bien qu'il y ait un respect des droits humains, dont moi, je ne me bats pas à géométrie variable comme l'extrême droite lorsque c'est dans un pays et pas lorsque c'est dans l'autre. Et que ça serait bien qu'il y ait un respect des droits humains partout. Produit deux problèmes, cette prison. Elle est trop petite pour accueillir tous les délinquants de Nouvelle-Calédonie et les conditions de détention ne permettent pas une réinsertion des détenus. C'est-à-dire qu'une fois que vous passez en cellule au camp Est, vous ressortez, vous êtes encore plus perdu. La France compte des détenus politiques pas seulement dans les prisons françaises, mais aussi en Nouvelle-Calédonie, une terre qui ne lui appartient pas et qu'elle s'est également appropriée, usant de tous les moyens de répression pour réprimer et incarcérer ceux qui contestent cette domination coloniale et qui réclament l'indépendance. L'un des exemples édifiant, le leader kanak Christiantin, qui avec d'autres militants est emprisonné dans des conditions inhumaines, indignes et dégradantes.
Il est incarcéré à 17 000 km de sa famille et de ses avocats, suscitant une large indignation. La Nouvelle-Calédonie porte aujourd'hui encore les traces indélébiles d'une passe sombre de l'histoire de la France coloniale qui avait déporté des milliers d'Algériens arrachés à leurs terres et à leurs familles. Des pratiques répressives perpétuées aujourd'hui encore par ce pays qui se permet de critiquer d'autres nations au sujet des droits humains, mais qui ferme les yeux sur ses propres scandales. Et justement, en parlant de droit et de justice, un nouveau chapitre dans l'affaire de l'écrivain Kamel Daoud qui s'ouvre avec son assignation en justice en France pour non-respect de la vie privée par Saada Arben, une Algérienne qui l'accuse d'avoir volé son histoire pour en faire le cœur de l'intrigue de son roman Houri, récompensé l'an dernier par le prestigieux prix Goncourt. Rina Lerari. Déjà sous le coup d'une procédure judiciaire en Algérie, l'écrivain Kamel Daoud est désormais visé par une assignation en France. L'auteur du roman Houri, paru à la fin de l'été 2024, est au cœur d'une controverse après avoir été accusé par Saada Arben d'avoir utilisé son histoire personnelle sans son consentement. Un dossier judiciaire qui relance le débat sur les limites entre inspiration littéraire et appropriation du vécu d'autrui, mais surtout la bassesse d'esprit d'une personne qui a renié ses origines en tournant le dos au pays qui l'a enfanté. L'Algérie a tout donné à Kamel Daoud. Mais lui, qu'a-t-il donné à l'Algérie? Il a été dupé, peut-être par cupidité. Il dit « j'ai trahi mon pays, je suis un traître ». Eh bien, si la traîtrise vous porte bonheur, tant mieux. Je me dis que lorsqu'il s'éveillera, ce sera trop tard et l'éveil sera brutal. Cette assignation en justice, en fait, ce n'est pas sur le plan pénal, c'est sur le plan des intérêts civils. Daoud habite en Algérie, il a écrit son livre en Algérie, la victime est algérienne, les faits sont algériens. Donc, c'est la compétence du tribunal pénal algérien qui a bientôt fini son enquête. Dépassant le simple cadre littéraire, cette polémique soulève aussi des questions sur la loyauté, mais aussi sur les mécanismes qui orchestrent la mise en avant de récits ciblant l'Algérie. Aujourd'hui, alors que Kamel Daoud se retrouve pris dans la tourmente, ceux qui l'ont propulsé restent étrangement silencieux, laissant l'auteur seul face aux conséquences de ses choix. L'Algérie n'a jamais enfanté de lâche. Et si par malheur elle avorte d'un lâche, il vaut mieux qu'elle abandonne. Je crois que le monde entier aujourd'hui connaît l'usurpation et la supercherie de Kamel Daoud, qui n'est pas à son premier livre. Il a eu des écrits incendiaires contre l'État, contre les gens. Vous voyez aujourd'hui en France, pour 30 fois rien, on met les gens en prison et la liberté d'expression est complètement bafouée. Lui, il s'est exprimé en long, en large et en travers et personne ne l'a inquiété. Donc j'arrive à me poser la question, quel est le pays le plus démocratique des deux, la France ou l'Algérie? Ce procès remet en question les stratégies de certains milieux pour façonner un discours spécifique sur l'Algérie. Une bataille judiciaire qui pourrait bien dévoiler les rouages d'un système qui instrumentalise l'écriture au profit de gouvernements en perte de vitesse et qui ne sait plus sur quel pied danser. Autre bataille judiciaire cette fois au sujet des accords commerciaux et de pêche entre l'Union européenne et le Maroc concernant le Sahara occidental. La Cour de justice de l'Union européenne a invalidé définitivement 2 accords commerciaux conclus entre le Maroc et l'UE. En 2019, la justice européenne a réaffirmé que l'exploitation des richesses sahraouies sans le consentement de la population est totalement illégale. Une décision qui pourrait bien tout changer puisqu'elle met la pression sur les entreprises et les gouvernements européens. Ilham Achir et Rina Lerari. Les échecs se succèdent pour l'occupant marocain, tant sur le plan politique que juridique, face à une cause sahraoui qui ne faiblit pas. Dernier développement enregistré, l'alliance espagnole Summer Coalition, regroupant une vingtaine de partis politiques, a demandé à la compagnie Ryanair de suspendre les vols entre l'Espagne et Dakhla, ville sahraoui toujours sous occupation marocaine.
Une décision appuyée par la Cour de justice de l'Union européenne le 4 octobre dernier qui a réaffirmé l'illégalité de toute exploitation des richesses du territoire sahraoui sans le consentement de son peuple. La société civile salue cette décision et demande à la Commission européenne de respecter pleinement les arrêtés de la Cour de justice de l'Union européenne. Une lueur d'espoir pour le peuple sahraoui et le Front Polisario qui doit être impliqué dans toute décision ou accord concernant le Sahara occidental. Le récent verdict rendu par la Cour a été vivement salué par plusieurs figures politiques, dont Tislim Sidi Tahlil, militante sahraoui et membre du parti Mas Madrid, qui a affirmé que les entreprises européennes doivent désormais tenir compte de cette décision et que l'enfreindre est synonyme de complicité avec l'occupation marocaine. Cette escalade judiciaire et politique s'inscrit dans une stratégie plus large visant à resserrer l'étau sur le Marzen et à sommer les gouvernements européens à respecter les décisions juridiques internationales avec pour objectif ultime garantir au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination. Une cargaison d'armes lourdes américaines a été livrée à l'entité sioniste dans la nuit au lendemain de nouvelles libérations de 3 prisonniers à Gaza en échange de 369 prisonniers palestiniens. Lors du 6e échange de ce type depuis le début de la trêve dans le territoire palestinien qui a failli voler en éclats cette semaine. 3 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce matin dans un bombardement de l'armée sioniste à Rafah au sud de la bande de Gaza où la situation humanitaire y est catastrophique. Par ailleurs, l'agression sioniste contre la ville de Jenin et son camp se poursuit pour le 27e jour consécutif, faisant 25 martyrs et des dizaines de blessés, en plus des destructions massives d'infrastructures et de biens. Retour en Algérie, sport avec la Coupe d'Algérie de football. Le CR Belouizdad et le MC Alger s'affronteront ce soir au stade du 5 juillet d'Alger à 20h pour se disputer le dernier billet qualificatif au 8e de finale de la Coupe d'Algérie de football à l'occasion de la mise à jour des 16e de l'épreuve populaire. Cette rencontre au sommet intervient au moment où les 2 clubs dominent le championnat. Et puis cyclisme avec le Tour d'Algérie 2025, la 8e étape la plus longue du TAC 2025 mène ce dimanche les pelotons de l'Arwat à Ghardaya sur une distance de 197 km 800. Et hier, l'Algérien Yassine Hamza a décroché sa 6e victoire sur le Tour d'Algérie cycliste 2025 en dominant le sprint de la 7e étape entre Djelfa et l'Arwat. L'athlète conserve ainsi le maillot jaune de leader Sid Ahmed Bouraïb. Hamza Yassine a rapidement retrouvé le chemin de la victoire en remportant la 7e étape. Il totalise désormais 6 victoires sur 7 dans ce Tour d'Algérie 2025. كانت ليكيب تاعنا هي اقوى فريق وين قدرنا نخرجوا كاع لي زيكيب وين قدرنا نلونسيو بيان جوسكا لا فان اي درت سبرينت تاعي الاخراني فينال اللي قدرت نربح لا 6e étape de ce tour. Les coureurs prennent la direction de l'Arwat avec la victoire en ligne de mire. Le vent souffle à 60 km/h, ce qui a rendu la course très rapide. L'Allemand Morissen s'échappe tout seul et prend jusqu'à 1 minute d'avance. Il franchit le premier sprint intermédiaire en premier. L'Italien Brankowski contre-attaque. Il sort du peloton et arrive à reprendre l'Allemand. À l'entrée de l'Arwat, l'écart entre l'échappée et le peloton fond comme neige au soleil. Et le deuxième sprint est gagné par Brankowski. À 25 km de l'arrivée, le peloton ne forme plus qu'un seul groupe. Tout ce beau monde se dirige vers la ligne d'arrivée. Hamza Yassine est le meilleur au sprint et remporte l'étape en 2h13 minutes et 30 secondes. Il reste aussi leader du général et du classement par points. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.